vous avez vu, Pierre Guelf fait des émissions de télé, il les présente pas mal, je trouve, et elles sont souvent très intéressantes dans l'émission de Guy Lemaire, dont vous avez vu toutes des séquences, et qui s'appelle Télétourisme. Télétourisme. Belgique mystérieuse. Belgique mystérieuse. Pierre, ça fait 3 ans que tu fais de la télé. Ça fait 3 ans que je fais de la télévision et de la radio. Et oui, je suis de là, on va en parler. À Vivacité. Tu fais des tas de choses. Mais je vais te dire pourquoi on avait eu envie de te rencontrer. Oui. Parce que tu es pour nous, je parle des petits éditeurs, tu es l'exemple de quelqu'un qui peut arriver à quelque chose, tout en étant au départ, je vais dire entre guillemets, rien du tout. Oui. C'est bien vrai, hein? Arriver peut-être un peu fort. Je veux dire, c'est relatif. Je ne suis pas Marc Lévy ou... Non, non, mais tu fais quand même des ventes, alors on est sur le plan économique, importantes par rapport à la grande majorité ou des auto-éditeurs, ou alors des gens qui, comme nous, font des petits bouquins et qui essayent de le vendre le mieux possible, quoi. J'ai soumis mon manuscrit du livre Belgique mystérieuse à différents éditeurs et les éditions Jourdan Leclerc ont accepté de me publier. Ils en ont fait un ouvrage, je vais dire, remarquable. Oui, c'est vrai. Dans la qualité du papier, dans les photos, etc. Ils m'ont laissé quasiment carte blanche. Eux s'occupaient de l'aspect technique, etc. Et j'ai fait un service de presse. Et ce livre est arrivé chez Guy Lemaire à la RTBF, à qui j'avais envoyé, puisque c'était dans ce créneau. Et il a appelé et il a demandé si ça m'intéressait de faire une séquence d'abord, etc. Et puis après... Oh, je n'allais pas dire non. Bien sûr. Je n'allais pas dire non, c'est quand même une écoute assez importante. Et en plus de ça, pour moi, jeune auteur, c'est une reconnaissance de mon travail. Et puis, il y a une chose à ne pas dédaigner, c'est que Télétourisme à la RTBF est retransmis sur TV5 Monde. Exact. Ça veut dire qu'un marché énorme. Et j'ai fait une première émission, et j'ai vu les visites sur mon site, etc. Passer. On va en parler, parce que je crois que tu as trouvé une niche dans tout ce qu'on peut écrire, qui est particulière et qui, à mon avis, attire beaucoup de monde. Mais je voudrais d'abord revenir au départ, parce qu'au départ, tu n'es pas ce qu'on appelle un intellectuel avec un grand I majuscule. Je dirais que tu es né à Stavelot, je crois. Je suis né à Stavelot. Sprichst du auch Deutsch? Non, non. Pas du tout. Non, non. Parce qu'à Stavelot, il y a beaucoup de... Non, c'est Malmedy. Ah, c'est Malmedy plutôt. Oui. Voilà. Bon. Et tu as fait des études de machine-outil. Oui. Et tu as même été prof technique aux arts et métiers. Avant cela, j'ai été ouvrier d'usine. Ouvrier d'usine, bon. Oui. Et je sais que tu en es fier, hein. Je le revendique. Tu le revendiques. Et tu as bien raison d'ailleurs. Oui. Enfin, au départ, encore que, on n'a pas l'impression que c'est ça qui oriente vers l'écriture, vers... J'avais 2 rêves. Je suis né dans une famille où j'ai eu très difficile. Je ne vais pas m'étendre. Non. Bon. J'ai eu très difficile en tant qu'adolescent. Sur le plan personnel aussi. Sur le plan personnel, j'ai eu très très difficile. Je me suis dit, puisque j'étais considéré comme un veau, un con. V-E-A-U. Et con, C-O-M. Oui. J'ai voulu démontrer que je pensais ne pas l'être, je vais rester modeste. Et je m'étais mis deux rêves que je devais absolument dans ma vie atteindre. Un, c'était de devenir instituteur, je suis devenu enseignant. Et 2, de devenir journaliste, je le suis devenu. Je suis arrivé au journal Les Sports, qui n'existe plus, chez Jacques Lecoq, qui est quand même une image assez importante, et je lui ai dit, je veux devenir journaliste. Oui, il y en a 200 qui sont devant la porte, qui veulent devenir. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, quelque chose qui n'existe pas dans votre journal. Et c'était ça a été ça le déclic. Et il m'a dit quelque chose qui n'existe pas. Il faut dire que j'avais regardé dans le journal d'équipe en France. Et je dis, vous n'avez pas de critique radio, TV, sportive. Exactement, il m'a dit. Parce que nous, on n'a pas le temps. On est sur le terrain, des stades, etc. Si vous voulez, vous pouvez. Et j'ai commencé comme ça. Voilà. Et puis, tu as été chroniqueur judiciaire. Ça, au départ, tu n'étais pas prévu pour ça non plus, quand même. Dans mes études de journalisme, il y avait un cours sur le chroniqueur judiciaire, et qui était donné par M. Herman de Croo. Ah. Bien, quelqu'un
politique mise à part, non, quelqu'un de qui considérable. Qui m'a enthousiasmé et qui m'a fait prendre conscience du rôle du chroniqueur judiciaire qui doit être neutre. Alors bon, ça a débouché sur quelque chose d'important. Je suis devenu chroniqueur judiciaire à Ciné Télé Revue et j'ai eu là, pendant près de 10 ans, la chronique des affaires judiciaires. J'ai suivi le procès Dutroux, etc. J'ai été très loin là-dedans. Et c'était passionnant. J'ai assisté à plus de 200 cours d'assises un peu partout en Belgique, etc. Donc j'avais un métier. Et comment c'est venu? Tout simplement grâce à M. Decroix qui m'a donné un instituteur qui peut donner telle fibre à quelqu'un. Le déclic. Bon, style de journaliste, incontestablement. Et dans tous ces essais, parce qu'ils sont très nombreux, je ne sais pas, il y en a combien? 20, 30? 25. 25, donc, voilà. Qui ont abordé, je dirais, un peu tous les domaines judiciaires. Tu as écrit des bouquins sur Dutroux, tu as écrit des bouquins sur le père Samuel, je crois. Tout à fait. Tu as écrit sur un tas d'éléments et toujours dans cette même façon qui permet de voir rapidement et de manière très agréable des problèmes divers. Disons ça comme ça. Et puis, j'ai remarqué aussi que tu as fait toute une série de bouquins sur la franc-maçonnerie, sur les pas des francs-maçons, le petit livre de la sagesse et de l'esprit maçonnique, le cherchant de lumière. Et je me suis dit, mais il doit être franc-maçon. Je le suis. Tu l'es. Et je le clame depuis que je le suis. Oui. Et je n'ai aucune honte à faire partie. Ah, mais il n'y a pas de honte. Non, mais c'est aussi souvent dénigré. Parce que les gens ne connaissent pas. Oui, ce sont des bouffeurs de curés, etc. Il faut remettre ça dans son contexte. Je ne vais pas faire une émission sur la franc-maçonnerie, mais je suis fier d'en être et je le revendique. Et ça fait plus de 25 ans que je suis franc-maçon, quasiment dans la même loge ici à Bruxelles. Et je trouve que j'ai trouvé là quelque chose de fondamental. C'est l'écoute de l'autre. Est-ce que tu crois au grand architecte? Je crois en une énergie. Oui, j'ai lu ça quelque part. Une énergie supérieure. Alors on met ce que l'on veut. Une énergie pensée ou bien scientifique? Oh, ça, je n'ai pas. Je crois qu'il y a quelque chose de fort qui peut s'appeler l'énergie, vous savez. Voilà, mais bon. J'ai lu aussi qu'on disait de toi que tu étais un agitateur de curiosité. Oui, c'est la FNAC qui dit ça. Ah, c'est possible. Quelqu'un qui fait rêver, ça je crois que c'est vrai. Et puis, tu dis aussi souvent ne pas affirmer, mais suggérer des hypothèses. Qui suis-je pour affirmer ceci ou cela? J'ai appris cela aussi en tant que journaliste judiciaire. Quelque chose qui me paraissait phénoménal. La première ou deuxième fois que j'ai assisté à un procès, il y avait dans le box un jeune qui avait tué son épouse et son enfant en coup de couteau. Je me souviens d'avoir lu ça, oui. Voilà. La première idée qui m'est venue, ce type doit payer chèrement. Tuer son enfant, etc., c'est pas possible. Et à la fin du procès, alors que l'on a passé en revue toute la vie de cet homme, de ce jeune homme, etc., bien entendu, son double geste n'est pas du tout excusable, mais on comprend autrement. On n'admet pas, mais on peut comprendre qu'il soit arrivé à un moment donné à disjoncter.
tu veux bien, on va parler maintenant, on a vu un peu qui tu étais, de l'écrivain. J'aime pas ce terme. L'écrivain, je sais pas. Je sais pas. Tu préfères auteur? Oui, peut-être. Auteur, créateur, enfin bon, soit. Mais ce sont des mots, ce n'est pas ça qui est important. L'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Oui. Et toi, tu as quand même écrit beaucoup de choses. À se demander si tu n'écris pas du matin jusqu'au soir. Et chez pas mal d'éditeurs. Mais c'est vrai qu'en Belgique, un éditeur important pour toi, c'est Jordan, que nous avons reçu dans l'émission d'ailleurs, un peu par ton intermédiaire, il y a plusieurs mois de ça. Et moi, quand j'ai rencontré ce monsieur Jordan, enfin j'ai oublié son prénom, Alain, j'ai quand même remarqué que c'était quelqu'un d'extrêmement clair, qui voyait clair, qui mettait bien les choses en place et qui nous expliquait bien quel était le problème de l'édition. Bon, soit. Et chez Jordan, tu as, je ne sais pas combien de bouquins tu as édité, mais plus d'une quinzaine peut-être. Non, 6, 7... Mais en général, très bien fait. Hein, quand on a le bouquin en main, on se rend compte que c'est très bien fait. Bien fait. Et là, tu as trouvé une niche que je trouve intéressante. Moi, je vais l'appeler, je sais que ça va pas te plaire, la niche de l'ésotérisme. Mais en fait, toi, tu expliques ça autrement. L'ésotérisme, si on le prend de manière péjorative, bon, ça fait rigoler, etc. Mais l'ésotérisme, c'est dans le dictionnaire et c'est bien clair, c'est la science de ce qui est discret ou secret. Alors, j'ai bien entendu, puisque je suis franc-maçon, j'ai aussi fait le chemin de Compostelle à pied. Exactement. Tu as fait à pied, hein? Oui. Tout jusqu'au bout? 2000 et des kilomètres, oui, bien entendu. Mais j'étais plus jeune. Mais évidemment. Alors moi je vois des titres, Pierre, comme France mystérieuse, insolite et sacrée, Belgique insolite, mystérieuse et sacrée, Le diable et la sorcière, Vierge noire, Vierge mystérieuse, et puis j'en oublie certainement. On voit bien que tu as trouvé une niche, et je suis persuadé que ça intéresse beaucoup de monde, parce que c'est la petite histoire, disons les arcanes de l'histoire, qui fait partie de la grande... Moi, je ne sais pas passer devant une cathédrale sans entrer, pour aller voir ce qui se passe. Et quand vous apprenez... Le Code da Vinci, un petit peu? Ah, tout à fait contre. Je me demande si Dan Brown ne nous prend pas pour des imbéciles à un moment donné. Je vais dire, c'est vrai que c'est merveilleusement écrit, et qui suis-je pour critiquer quelqu'un qui a vendu 25 millions d'euros? Mais quand tu vas au cinéma, tu te fiches un peu de savoir. Mais la seule différence, et ça peu de gens l'ont... J'ai le Code da Vinci, je l'ai lu, et à la première page, il a mis que tous les lieux sont avérés. C'est faux. C'est tellement vrai que j'ai été à Paris, j'ai été vérifié pour voir ce qui se passait, entre autres à l'église Saint-Sulpice, et qu'il y a un écriteau qui est mis « Attention, ceci n'est pas ce que vous avez lu dans le Code da Vinci. » Ah bon, d'accord. Il y a cette fameuse bande de métal qui va d'un vitrail à l'autre, où il est mis PS, lui il en fait prieuré de Sion, c'est tout simplement Saint-Pierre et Saint-Sulpice. Et la bande dorée qui va de l'un à l'autre, vous la retrouvez aussi à Bruxelles, c'est tout simplement la Méridienne. Bon, je voudrais qu'on en parle même rapidement, parce que tu fais un travail considérable de marketing, ça c'est incontestable. Oui. Tu écris beaucoup, donc tu es un hyperactif, ça c'est sûr et certain. Quand on parle de Pierre Guelf, dans les milieux un peu autorisés, dans le milieu, on dit Pierre, ça c'est quelqu'un qui travaille. Bon. Tu sors de ton auditeur à Paris, je crois que c'est les presses de la Cité, non? Oui. Content d'avoir eu, disons, un entretien positif, favorable. Tu sors dans la rue, et qu'est-ce qui se passe? Tu as un flash. Et je m'effondre. Et tu t'effondres. Oui. On peut en parler. Oui, on peut en parler. On a mis ça sur le fait du stress. J'ai été rapatrié en Belgique, dans une clinique. Je me suis payé une pneumonie dont on ne savait pas d'où elle venait, toujours inconnue d'ailleurs, des problèmes rénaux, des rushs cutanés, etc. Et un quadruple pontage. Et après, j'ai été transféré dans un hôpital universitaire et au bout de 5 mois... on a dû me faire un quadruple pontage où j'ai très difficile à me remettre parce que je ne suis plus le même homme. Est-ce que ce n'est pas un peu le résultat de tout ceci? Je crois que c'est le résultat, oui, bien sûr, je suis très mais c'est du stress, pour moi je considérais ça du stress positif.
c'est passionnant de faire ce que je fais. Tu as pas été un peu trop loin quand même. J'ai peut-être été un peu trop loin, mais de toute façon, ce n'est pas sur 2-3 ans que les coronaires se bouchent, c'est tout simplement d'abord de l'hypertension et une mauvaise alimentation. Moi, j'étais quelqu'un qui buvait 1,5 litre de coca par jour. Je t'en parle parce que les gens qui te connaissent, ils disent tous la même chose. Il est fou. Il travaille comme un fou. Mais c'est ma passion. Partout, il fait tout. Et tout le monde regrette ce qui était arrivé. Et tout le monde dit, mais quelque part, il a un peu cherché. Je ne sais pas si je l'ai cherché. Mais pourquoi je travaille beaucoup? Parce que j'avais, comme on l'a expliqué, à démontrer dans mon entourage immédiat que j'étais pas imbécile. Bon, enfin bon. Ça, c'est une chose. Je suis persuadé que si je reste assis, je vais beau sortir tous les livres, si je reste assis dans mon fauteuil, la RTBF, TV5 Monde et Vivacité ne viendront pas me chercher. Ah, non. Bon, non. Il faut donc susciter. La même chose pour Actu TV. Si je n'avais pas, grâce à toi, renoué des contacts divers, ben voilà. Mais non, nous on est venu te voir parce que justement on est impressionné par l'énergie folle que tu dégages. C'est pas une... Bon, moi, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué. Il est bien certain quand l'émission est finie, nous allons faire des photos, et dans moins d'1 heure ou 2 heures, ça dépend ce que l'on va faire après, ça va se trouver sur mon Facebook. Mais oui, mais c'est ça. Et puis après sur mon... etc. Et voilà. Je le dis parce que nous avons parmi les gens qui nous regardent, etc., beaucoup de jeunes auteurs qui démarrent, et je le dis, on a voulu voir Pierre pour que vous compreniez bien que ça ne se fait pas tout seul. Ah. Le talent ne suffit pas. Il faut avoir du talent, bien sûr, au départ, mais il faut bosser. Or, toi, tu as pu, quelque part, joindre les deux bouts. Tu as un talent de journaliste évident. Peut-être que tu as même un talent d'écrivain. Je n'ai pas lu ton bouquin, donc j'en sais rien. Mais ça ne m'étonnerait pas. Mais tu as bossé. Tu l'as un peu payé. Tu vas en sortir et tu vas continuer. Tu es vraiment quelqu'un qui valait la peine d'être rencontré. Je vais te dire, c'est peut-être une façon de clôturer cette séquence d'émission. Nous, on voulait faire ta connaissance et demander à tout le monde de faire ta connaissance parce que tu es un exemple sur ce plan-là, hein, je ne sais pas pour le reste, mais sur le plan du gars qui se développe et qui au départ de sa volonté d'écrire des bouquins, veut également qu'ils soient lus et qu'ils soient distribués. Comme Nicolas Ancien, qui est passé également dans notre émission, c'est un exemple. Dans un bistrot. Je pense que tout le monde a bien compris qui tu étais, ce que tu fais, ta spécialisation, le fait que tu vas peut-être maintenant faire du roman, ce qui à mon avis peut être... Non, pas peut-être, c'est en route. C'est en route. Il est fini, il y a un 3e en route. Alors, ben voilà, prenez-en de la graine.